Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce 13h au Bénin, la hiérarchisation des salaires dans le secteur privé, la situation des aspirants au métier d'enseignement sont les dossiers en débat à la première session de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Le cadre institutionnel rassemble le gouvernement et les principales centrales et confédérations syndicales hier à Cotonou. Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation, la rencontre organisée par Afrique Triomphe vise à fédérer les énergies pour favoriser l'émergence d'un écosystème financier africain dynamique et innovant. Cette 4e édition a réuni à Cotonou les différents acteurs de l'industrie bancaire et financière du Bénin et d'ailleurs. Et puis suivi des infrastructures routières, le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie était sur l'axe routier à Kassato-Machegro. Jacques Ayadji est allé constater l'état des lieux et a rappelé l'importance de la qualité et de durabilité des infrastructures. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Je vous l'annonçais à l'instant même, la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives au titre de l'année 2025 s'est ouverte hier à Cotonou. Les travaux qui se déroulent au ministère de la fonction publique rassemblent des membres du gouvernement et des responsables d'organisations syndicales et patronats autour des questions relatives à la situation des travailleurs au Bénin. C'est le ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané qui a procédé à l'ouverture des travaux. Hugues Fingbi. Nouveau face-à-face entre exécutifs et représentants des travailleurs. Il s'agit de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025. Conformément au protocole préétabli, la séance est inaugurée par le ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané qui procède à un rappel des préoccupations ayant cristallisé les débats lors des dernières rencontres. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre commission a tenu au cours de l'année 2024 2 séances de travail au titre de sa première session ordinaire les 24 mai et 2 août, ainsi qu'une session extraordinaire le 10 septembre. Ces réunions permettent d'aborder des sujets majeurs, notamment la problématique de la cherté de la vie et la présentation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. La session extraordinaire, quant à elle, a été consacrée à la préparation de la rentrée scolaire universitaire 2024-2025 pour en assurer le bon développement. Entre restrictions des libertés syndicales, reversement d'argent public, non-paiement d'émoluments et autres sujets, s'en est suivi une présentation photographique de l'état des lieux de la situation des travailleurs par les responsables d'organisations syndicales. Les AME, dont la première promotion est recrutée depuis 2019, ne sont toujours pas reversés malgré les multiples promesses du gouvernement. Jusqu'à ce jour, certains enseignants reversés de 2008 vont toujours à l'école sans contrat et sans salaire. Les agents de santé connaissent aussi le même sort. Ils attendent en vain leur contrat de reversement. Je m'en voudrais de ne pas dénoncer la fermeture d'un centre de santé confessionnel à Papa de Domaine, le centre Padre Pio, qui dessert une zone où résident pour la plupart des populations très pauvres. L'ordre du jour de cette session s'articule autour des doléances des travailleurs au titre de l'année 2025 transmis en amont au gouvernement. Les travaux sont annoncés pour durer 3 jours. Les travaux de la 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation organisé par Afrique Créance à Cotonou prennent fin ce vendredi 23 mai 2025. Elle a réuni les différents acteurs de l'industrie bancaire et financière du Bénin et d'ailleurs. L'objectif est de fédérer les énergies pour favoriser l'émergence d'un écosystème financier africain dynamique et innovant. Plusieurs activités étaient au rendez-vous de la première journée du FONI 2025. Reportage.
À ces assises voulues par Afrique Créons semaine des débats riches et constructifs dont le but est de générer des idées novatrices et des solutions concrètes pour favoriser une croissance économique inclusive et durable sur le continent africain. Cette 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation réunit à Cotonou les forces vives de la finance africaine et internationale. Je souhaite que ce forum soit un moment d'inspiration, mais aussi d'engagement et de co-construction, et qu'il fasse émerger des idées nouvelles et concrètes et des partenariats solides au service du financement inclusif, plus intelligent et plus africain. Le FAGAS que je dirige reste mobilisé, fidèle à sa vocation d'institution de développement entre l'Afrique et le reste du monde. La PBEF Bénin, que je représente ici, se tient disponible pour accompagner les recommandations qui seront issues de ces 2 journées de travaux en vue de poursuivre sa mission qui est de financer l'économie dans toutes ses dimensions. Ayant pour thème financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique, cette plateforme de dialogue met un accent particulier sur la mobilisation des marchés financiers et de l'épargne pour renforcer le financement du secteur privé en Afrique. Le FONI 2025 se veut être aussi un espace de concertation, de partage d'expériences et de réseautage entre les acteurs de la finance et du numérique. 2 secteurs complémentaires désormais indissociables. Il mettra en lumière les fintech et PME qui innovent au quotidien dans le numérique et soutiennent le développement du secteur financier en Afrique. Les métiers de l'intermédiation et les métiers connaissent et leur rôle dans la recherche de financement au profit des entreprises africaines. Outre les discours protocolaires et les différentes communications, la cérémonie inaugurale du FONI est marquée également par plusieurs autres activités. Il s'agit entre autres de la remise de prix aux institutions financières qui impactent positivement l'écosystème financier africain. De son côté, les plaintes insistantes des populations de Cotonou et environ ont fait sortir le mercredi dernier le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie. Jacques Ayadi était dans un premier temps à Calavi-sur-Las, à Kassato, Carrefour, Marché Gros, puis à Ibatin et Kadjeron. Objectif, rencontrer les responsables en charge de l'exécution des travaux et chercher à comprendre les causes de nuisances dont les populations se plaignent. Parmi les plaintes, il faut noter les inondations et les difficultés de circulation de ces populations. Virgile Arodéon. Sur l'axe à Kassato Carrefour, marché de Gros de Calavi, Jacques Ayadi a été accueilli par le chef de la mission de contrôle de l'entreprise Artelia. Cet axe, submergé il y a quelques semaines par des eaux de pluie, reçoit la visite du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, venu comprendre ce qui a pu causer la stagnation. Le problème, c'était un problème de transit de l'eau des caniveaux vers le collecteur central. Au fait, le système d'assainissement qu'on a ici, on a des caniveaux au niveau du trottoir et ces caniveaux déversent l'eau dans un collecteur qui est au milieu de la chaussée sur le terre-plein central. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un amas de sable au milieu du collecteur, ce qui fait que l'eau du caniveau n'arrivait plus à rentrer dans le collecteur. C'est ce qui a causé la stagnation d'eau là. Et puis nous avons fait appel à Sogia Satom qui est venu nous curer tout le caniveau et le collecteur. Et depuis ce moment-là, on n'a plus aucun problème. Jacques Ayadi s'est ensuite porté sur l'axe Carrefour à Djaha à Ibatin en chantier. Ici, l'insuffisance des voies de déviation et leur non-entretien sont à l'origine des nuisances causées par les travaux, notamment les inondations et les difficultés de circulation des populations riveraines. Est-ce que vous êtes venu intervenir sur cette route-là, ce que vous appelez déviation, depuis que vous êtes en Ils sont venus travailler ici? Oui. Oui, au début. Oui. Oui. Maintenant, une déviation, vous connaissez son entretien. Oui. C'est une route fragile. Oui. Il faut faire ça de façon périodique. Oui. D'accord? Vous êtes une entreprise africaine. C'est vraiment un bonheur pour le gouvernement de vous solliciter. Mais si vous travaillez mal, on sera obligé de ne pas vous considérer. Faites vos travaux correctement et n'entravez pas la circulation, ni à l'eau,
ni aux hommes. Et ce n'est pas seulement parce que nous sommes venus ici. S'il y a d'autres points comme ça, il faut anticiper. Il ne faut pas laisser pour qu'après vous découvrez comme tout le monde. Maintenant, pour les riverains, là, les usagers de la route, faites un tracé normal avec des signalisations qui se rappellent. L'avenue du Canada Carrefour Franprix est la dernière étape de la visite du ministre conseiller pour le compte de Cotonou. À chaque arrêt, des instructions ont été données aux entreprises en vue de l'accélération des travaux. Après Cotonou, Jacques Ayadi s'est rendu toujours dans la journée du mercredi dernier à Ekpé et plus précisément à Tchonvi-sur-Las, Wessi Sekonji en cours de réalisation. Là-bas également, les populations souffrent le martyre en raison notamment de la lenteur des travaux. Aussi éprouvent-elles d'énormes difficultés à aller et venir librement du fait de la quasi-inexistence de voies et de déviations. On retrouve à nouveau Virgile Arodéon pour les détails. La présence du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie à Tchonvi est une réponse aux nombreux cris de détresse des populations confrontées aux nuisances engendrées par les travaux de réalisation de l'axe Wessi-Sekonji au titre du programme d'aménagement des villes au changement climatique. Accompagné du maire de Semekoji et du préfet de Lomé, Jacques Ayadi a parcouru tout le chantier jusqu'au pont de Fortune reliant Tchonvi à Sekonji. J'ai été très émerveillée par la disponibilité du ministre conseiller, l'écoute qui a caractérisé cette descente. J'avoue que mon pessimisme a cédé place à l'optimisme. Mais face à la lenteur historique qui caractérise l'exécution générale des travaux, lancée depuis le 2 novembre 2021, le ministre conseiller est plutôt déçu. Au lieu de faire 18 mois, on est à plus de 40 mois. Et on ne sait pas quand ça va finir. J'ai visité quelques chantiers aujourd'hui. Les 2 chantiers problématiques que nous avons sont des chantiers qui sont issus d'appels d'offres. Je me suis soulagé un peu en allant visiter ces Porte-Nouveau qui n'a pas été fait par appel d'offres. Parce que le président a dit qu'il ne veut pas perdre de temps, il identifie des entreprises capables pour faire des travaux, il les confie directement les travaux et ça se passe très vite. Imaginez que c'est comme ça qu'on avait fait ici. Les travaux seraient terminés depuis 18 mois et les nuisances que les populations disent seraient terminés depuis. Hormis le retard, aucune voie de déviation n'a été aménagée par l'entreprise pour faciliter la mobilité des populations. C'est catastrophique pour ce que j'ai vu. Et les consignes fermes ont été données pour que cette déviation soit aménagée et entretenue. Je voudrais m'engager devant le ministre conseiller et dire que tout ce qui relève du niveau déconcentré sera fait. L'entreprise se donne une nouvelle rallonge de 4 mois pour parachever la préfabrication des pavés, le raccord des caniveaux, le terrassement et l'espace vert et livrer le chantier au mois de septembre. Audience à l'Institut national de la femme à présent, Huguette Bouk-Peña-Kadja a reçu le mercredi dernier le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'objectif de la visite du diplomate onusien est d'échanger entre autres avec les responsables de l'INF et de mieux connaître l'Institut, sa mission et ses activités. Voici un extrait de ses propos. La présidente et son équipe ils ont présenté les activités de l'Institut, ce qui nous a fort intéressés et impressionnés. On a fait un tour des lieux aussi qui étaient ouverts tout récemment. Après, j'ai pu présenter à la présidente et son équipe les activités du Conseil des droits de l'homme. J'ai pu rassurer la présidente que les questions de discrimination de tout genre, y compris sur la base des genres, orientation sexuelle, religion et autres, c'est vraiment au centre de l'activité aussi du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai aussi encouragé la présidente à travers l'équipe béninoise à Genève au Conseil des droits de l'homme de partager l'expérience que vous faites avec cet institut pour que d'autres pays puissent en profiter de cette belle expérience. Le Conseil lui-même offre une plateforme pour que tous les pays membres, les pays observateurs peuvent arriver pour partager leurs préoccupations, mais aussi leurs expertises nationales. Alors, s'il y a des exemples positifs pour adresser la question de l'égalité des genres,
comme par exemple ici au Bénin, c'est utile pour les autres pays de les entendre, de les écouter dans le contexte de ce Conseil des droits de l'homme. Après, il y a le pilier coopération technique qui fait partie du mandat du Conseil. Alors, s'il y a des besoins au Bénin, à l'Institut pour un soutien financier, soutien technique, pour encore renforcer les travaux ici, le Bénin peut s'adresser au Conseil et puis on va faire de sorte que ce soutien puisse être assuré pour le pays, mais en particulier pour l'Institut. À la suite du président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la présidente de l'Institut national de la femme a également livré aux hommes des médias ses impressions sur cette visite rendue à l'INF. On l'écoute. C'est vraiment un grand honneur pour l'Institut national de la femme de recevoir dans ses locaux le président de la plus haute instance au niveau international de la promotion de la protection des droits de l'homme. Je n'ai pas manqué de féliciter Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme. C'est le 9 décembre 2024 qu'il a été élu. Je l'ai félicité pour cette élection et connaissant son parcours, je ne doute pas que son mandat sera excellent. Je dis aussi que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli le président du Conseil des droits de l'homme parce que parmi les États membres des Nations Unies, le Bénin fait partie de ceux qui sont le plus à jour, totalement à jour du dépôt de la soumission de nos rapports périodiques. Il faut rappeler que le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme depuis 2022 et c'est avec un bon brin de fierté qu'on peut dire que nous faisons bonne figure devant le Conseil des droits de l'homme. La discussion a porté vraiment sur la présentation du modèle Institut national de la femme, le statut juridique, la mission, les attributions, le pouvoir spécial d'ester en justice, de pouvoir s'auto-saisir et de pouvoir accompagner les victimes devant les administrations et les juridictions. Le parcours d'une victime qui vient à l'Institut national de la femme a été décrit. Le maillage territorial grâce auquel l'Institut national de la femme, par le biais de ses points focaux et antennes départementales, assure la disponibilité de ses prestations, de ses services, de sa présence sur l'ensemble du territoire a été décrit. Et nous avons, avec beaucoup de plaisir, reçu les encouragements du président du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais par la même occasion remercier l'ambassadeur d'un représentant permanent du Bénin près les Nations Unies qui accompagnait le président et dire que le modèle Institut national de la femme, tout en étant en construction, sera largement partagé au niveau international par l'entremise du Conseil des droits de l'homme, tant il est vrai que ce genre de modèle, nous en avons besoin, particulièrement en Afrique, pour vaincre tous les obstacles qui depuis longtemps se dressent devant la lutte contre la violence à l'égard de la femme et la promotion du leadership féminin. Culture pour finir cette édition, on en sait désormais beaucoup plus sur les membres qui constituent la mission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques et leur mission. 10 au total, ils ont été installés le mardi dernier au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est à l'occasion d'une cérémonie fort simple présidée par le ministre Jean-Michel Abimbola. Ils sont chargés de sensibiliser et de développer des stratégies devant lutter efficacement contre la piraterie des œuvres et de l'esprit. Ceci afin de permettre aux artistes béninois de jouir pleinement des fruits de leurs œuvres. Reportage. Plus question pour quiconque de bafouer les œuvres des artistes béninois. Le gouvernement fait de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit son cheval de bataille. En témoigne cette installation de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Ils ont pour mission de sensibiliser les populations et développer des stratégies devant lutter efficacement contre la piraterie de ces œuvres au Bénin. De nombreuses réformes sont déjà en cours dans le secteur culturel afin de faire de ce rêve une réalité. Nous avons également, sous l'inspiration de M. le ministre, mis en œuvre le dispositif de collecte des données automatiques. M. le ministre a également demandé de parfaire le système
de répartition. Et nous avons dans ce cadre sollicité l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Enfin, la plus grande réforme concerne l'arsenal, le cadre juridique et touche donc à l'amélioration de notre loi afin de mettre cette loi-là en cohérence avec les enjeux du numérique. 10 au total, ces membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques ont 3 ans pour relever les nombreux défis auxquels est confronté ce secteur. Une mission qui requiert clairvoyance, rigueur, engagement et sens élevé de l'intérêt général. Généralement, nous avons presque de l'empathie pour les étudiants, professeurs et autres qui recopient, qui photocopient en disant c'est la pauvreté. Mais la pauvreté des uns ne doit pas entraîner la ruine des autres. Et je pense qu'il faut combattre fermement ce phénomène. Il faut que ce soit une cible pour que ceux qui sont supposés être les élites n'aient pas l'impression qu'il est normal de piller et de déposséder les créateurs d'œuvres de l'esprit de leurs droits. Donc je voudrais pouvoir compter sur vous et nous porterons ce combat ensemble sur le faux gérer, moi-même sur les universités avec vous, si cela était nécessaire. La mise en place de cette commission témoigne de l'engagement de l'État béninois à renforcer la gouvernance du secteur culturel et à assurer une protection durable des droits des créateurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin et à 19h30 la grande édition de la soirée. Au revoir.